1945, un vent nouveau souffle sur la France. Un souffle de vie, celui d'une société nouvelle. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont l'ensemble des cotisations payées par tous les Français qui constituent les recettes de la sécurité sociale. Héritée des générations qui nous ont précédés, à nous de la préserver et de la transmettre aux générations futures. La sécurité sociale, citoyenne et solidaire depuis 80 ans. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière séquence de l'après-midi qui est consacrée au déploiement sur tous les territoires depuis le début de l'année 2025 du service public départemental de l'autonomie. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Bénédicte Authier, qui est directrice parcours et accès aux droits de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous avons Elsa Parlange, qui est directrice de l'action sociale pour l'Île-de-France à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse. On ne dit plus des travailleurs salariés, puisqu'elle couvre d'autres publics, notamment les travailleurs indépendants. Et nous avons également Frédéric Bousquet, qui est directeur de la maison départementale pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du département des Hautes-Pyrénées. Alors, on rappelle que le SPDA a été créé par un article, l'article 2 de la loi du 8 avril 2024, qu'on appelle loi Bien vieillir. Il avait été proposé par Dominique Libaud dans son rapport remis au ministre en 2022 et qui s'appelait à l'époque le service public territorial de l'autonomie. Mais maintenant, ce dispositif s'appelle SPDA, il est inscrit dans la loi et nous passons en phase déploiement sous la vigilance d'un comité d'orientation et de suivi que préside Dominique Libaud et qui a permis aussi de tirer les fruits des territoires pionniers qui avaient déployé avant 2025 le SPDA et d'en tirer le meilleur pour définir ce nouveau cadre national et territorial que nous allons vous présenter. Je rappellerai très rapidement les 4 missions socles du SPDA exercées dans le respect des compétences respectives de ses membres, réaliser l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi des parcours des personnes âgées, des personnes handicapées, des proches aidants, avec une réponse la plus complète, coordonnée et individualisée possible, s'assurer de la mise en œuvre par les services de la bonne instruction et de la bonne ouverture des droits dans les délais légaux. Une mission aussi pour assister ces professionnels qui, dans les territoires, viennent délivrer des accompagnements sociaux, médico-sociaux, sanitaires. Et ensuite, un accent ou un dernier pilier sur la prévention individuelle, la prévention collective et des actions de repérage des publics. Alors la loi prévoyait qu'il y ait effectivement ce déploiement à partir de 2025 et maintenant qu'il est entré en vigueur, nous avons donc des dispositions qui doivent être mises en œuvre sur tous les territoires. Et donc je vais commencer par me tourner vers Bénédicte Authier, parce que la CNSA joue un rôle majeur d'animation dans la mise en place du SPDA et de vigilance aussi sur le fait que les missions soient bien appropriées par tous et toutes. Et donc, chère Bénédicte Authier, est-ce que vous voulez nous préciser un petit peu le grand cadre et les grandes missions, les incontournables pour le SPDA qui sont contenus dans le cahier des charges ? Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, on va commencer par rappeler et partager Alors, vous avez prévu effectivement d'avoir des cartes postales, des illustrations pour... Un petit support. J'ai été un peu rapide, voilà, parce que c'est ici, ça y est, je me récupère. Alors, sur le cadre, et assez rapidement, mais cela nous donne aussi le sens du SPDA et c'est ce qui va faire le commun pour tous les acteurs. On va y revenir parce que le service public départemental autonomie, c'est avant tout les acteurs qui se réunissent. Donc, une responsabilité partagée pour avoir une action très directe, très impliquante pour les personnes, donc simplifier le quotidien des personnes concernées, garantir un accompagnement au soutien à l'autonomie continue et coordonnée, de qualité et équitable sur tout le territoire. Ça, c'est ce qui va faire le socle commun du sens pour l'ensemble du SPDA. C'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est en raisonnement, en résonance avec le rapport Libaud qui montrait les constats de beaucoup d'existants
mais d'une difficulté in fine pour les personnes à avoir une information claire, simple, à pouvoir avoir des accompagnements continus, etc. Donc on part d'un constat qui est largement partagé, d'acteurs qui sont présents, et donc on a besoin de se coordonner, de se fédérer, et c'est ça le sens du service public départemental autonomie. C'est une responsabilité partagée. L'organisation est intégrée. Et on voit là, avec ces engrenages, une bonne image du service public départemental autonomie, c'est l'image d'un puzzle. On ne change pas les compétences, mais on fait entité ensemble, d'où on est avec les compétences que chacun. Donc les acteurs concernés, conseil départemental et agence régionale de santé qui font la pierre angulaire, et puis contribuent l'ensemble des acteurs cœurs pour l'autonomie, la maison départementale des personnes handicapées ou la maison de l'autonomie, voilà, comme Frédéric Poncelet, exactement. L'ensemble des caisses locales de sécurité sociale, ça c'est très important, et une inflexion forte. Les acteurs de proximité, les mairies, les CCAS, les acteurs de la coordination, les dispositifs d'accompagnement à la coordination, les communautés 360, les CPTS, les CLIC. Vous voyez, c'est là où on a le fameux millefeuille, comme on le dit, il est là. Donc, on se réunit pour et être en cohérence. L'articulation aussi, c'est essentiel avec les acteurs du droit commun, l'école, l'emploi, le logement, on en a parlé tout à l'heure, et puis en lien avec les acteurs de l'offre sanitaire et médico-sociale. Cette partie sanitaire qui se conjugue avec la partie médico-sociale et les acteurs du droit commun, c'est essentiel pour le SPDA, parce que si on regarde les choses du point de vue des personnes, cela prend tout son sens. On prend en compte tous les besoins et toutes les dimensions de la vie d'une personne. En regardant depuis la personne son parcours. Et effectivement, on n'a pas ce clivage quand on regarde le parcours depuis les personnes du milieu spécifique ou du milieu ordinaire. Ça n'a pas de sens pour les personnes. Et puis, et ça c'est essentiel, c'est avec les personnes concernées et leurs représentants. La place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est essentielle dans le service public départemental autonomie. Il est essentiel à plusieurs niveaux. Au niveau de la conception, le CDCA est associé, sur la mise en œuvre et puis sur le suivi. Comment effectivement on mesure en lien avec le CDCA, en lien avec les personnes, l'effet de ce service public, de ce nouveau service public. Pour les personnes, sans les personnes. Voilà, on ne fait pas rien sans les personnes, et c'est avec, pour et par. Sur les missions, vous en avez parlé, donc je vais avancer et on va revenir justement sur la place des personnes, parce qu'il y a un élément qui est tout à fait majeur, qui est de rechercher la participation des personnes à deux niveaux. D'une part au niveau à hauteur d'homme. Les personnes sont associées dans la construction de leur parcours, de leur plan d'accompagnement. On s'assure de la bonne prise en compte de leurs besoins, de leurs aspirations. C'est la loi 2005 parle bien de prise en compte des aspirations des personnes pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai évidemment pour le projet de vie pour les personnes âgées. Et surtout, le Conseil national consultatif des personnes handicapées avait été très attentif lors de la présentation du cahier des charges en son instance sur la notion d'accessibilité. C'est essentiel puisque l'accessibilité arrive comme une garantie de cette participation. Accessibilité des bâtis, évidemment, mais aussi accessibilité cognitive, accessibilité pour le langage, la communication. On doit s'assurer de l'accord des personnes, de la prise en compte. C'est évidemment tous les enjeux autour de la communication alternative augmentée, CAA. Alors, ce cahier des charges, et vous l'avez cité, ce cahier des charges arrive en 2025 après l'année de préfiguration. Donc, il a été co-construit à travers des groupes de travail dans lesquels ont contribué les territoires préfigurateurs et puis les grands acteurs. Donc, il donne un cadre commun de référence qui s'assure de la qualité, de l'équité. Et puis, c'est un outil de repère dans une stratégie d'amélioration continue de la qualité.
C'est un cahier des charges qui est relativement ramassé et qui part des besoins des personnes. Je veux être informé. C'est très pragmatique. Voilà. Donc, il ne crée pas de nouvelles missions. Ça, c'est une des caractéristiques du SPDA. On ne crée pas de nouvelles missions, mais ce que l'on modifie, c'est la façon de travailler ensemble, tout en respectant la place et en garantissant la place des personnes. Et on doit pouvoir avoir une analyse du service rendu du point de vue des personnes. Donc, c'est plus une organisation qu'un dispositif nouveau. Tout à fait. On pourrait dire une fédération des acteurs pour ce service public et une mise en cohérence. Alors, le cahier des charges permet d'identifier les appuis et les enjeux communs pour améliorer le service rendu aux personnes. On part d'un diagnostic. Et sur ce diagnostic, on va voir toutes les réussites. On ne part pas de rien sur les territoires. Il y a des avancées qui sont déjà en place, des partenariats qui sont déjà très fournis. Et on va se donner, à travers le guide, une déclinaison, donc à travers ce service public et ce cahier des charges, les missions qui vont être partagées et priorisées par chacun des territoires. Et puis on a un guide d'activité qui est un petit peu plus technique, qui aide aussi les équipes et qui peut avoir des indicateurs. Ce sont des propositions et on veille aussi à rester relativement souple sur les indicateurs de façon à ne pas raidir et uniformiser pour laisser aussi chaque territoire définir ses objectifs compte tenu de ses choix. Mais on donne quand même des leviers ou des outils pour le pilotage. Tout à fait. Pour la mesure, pour le suivi. Pour la mesure, pour le suivi, et on invite à entrer dans cette dynamique de pilotage. Alors allez-y, on peut continuer sur la façon dont ça se déploie. Alors la façon dont ça se déploie, et puis sur donc à partir de 2025, comment se déploie le SPDA? Il se déploie sur tous les territoires. Pour cela, la CNSA soutient. Elle soutient aussi, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir de l'ingénierie. Les objectifs pour 2025, c'est d'élaborer un diagnostic commun. Ce diagnostic va permettre d'élaborer des priorités et la conférence territoriale de l'autonomie, qui est l'instance, va venir définir ce plan annuel de priorités et mettre en cohérence l'ensemble des actions. Ce qu'il faut souligner, c'est que le service public départemental autonomie, relève du temps long. On n'a pas on-off, puisqu'on construit à partir de l'existant et que ce mouvement de cohérence et qui va partir à partir de choix définis par des priorités, va relever du temps long. Ça, c'est aussi important pour qu'on n'ait pas une pensée magique sur le service public départemental autonomie. Donc il n'y a pas une remise à niveau à faire avant d'allumer la lumière et dire « ça y est, nous sommes un vrai service départemental de l'autonomie ». On capitalise, diagnostic de l'existant et on voit tous les points de progrès à accomplir ensemble, en quelque sorte. Voilà, à partir d'une ambition qui est définie collectivement. Certains territoires sont déjà, même avant le service public, sont déjà dans cette dynamique de partenariat. En revanche, là où on a un nouveau service public, c'est qu'on définit bien des missions qui vont être définies sur tous les territoires en qualité et en équité, et on va se donner ces objectifs. Et c'est là qu'on en vient à la conférence territoriale de l'autonomie. Alors on va dire une nouvelle instance. Alors quels sont les... Voilà. Donc cette conférence territoriale de l'autonomie, c'est l'instance qui va effectivement piloter le service public départemental autonomie. Elle vise à mettre en cohérence et à coordonner l'action des membres du SPDA. Ces missions sont très ramassées, elles font l'objet d'un article dans la loi Bien vieillir et autonomie. Et elle élabore un programme annuel d'action
qui sont faites dans le respect du cahier des charges. Qui pilote cette conférence de territoriale autonomie? C'est le président du conseil départemental, vice-présidence par l'ARS, et puis on a l'ensemble des membres. Ce sont les acteurs du SPDA, ceux qui contribuent. Donc les communes, les groupements et établissements publics, le rectorat, ça c'est très important pour la partie école, le service public de l'emploi, donc pour la partie emploi, et puis tout autre acteur de prise en charge pour les personnes, les MDPH, les préfectures, les caisses locales de sécurité sociale, et puis les représentants des personnes concernées évidemment. Donc, en termes de fonctionnement, c'est au moins une fois par an, ça peut être plus. Et on peut avoir des commissions, et notamment, il y a une mise en cohérence avec la commission de la conférence de la perte d'autonomie. Voilà, donc il y a une recherche, ça c'était très important dans le rapport de Dominique Libaud, et on a pu participer à de nombreux ateliers parce que c'est un rapport qui est parti du terrain, qui a fait une trentaine d'auditions sur tout le territoire. Les constats du point de vue des professionnels, c'était l'effet millefeuille. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est en plus. Donc, si on fait quelque chose, il faut que ce soit une rationalisation aussi des autres instances. Donc, il y avait ce besoin-là. Le service public départemental autonomie, on peut dire qu'il a 3 niveaux d'action, hein, pour les personnes, pour les professionnels à travers cette mise en cohérence, et pour les institutions, pour les organisations, de façon à se mettre en cohérence. Et la CTA vient répondre à cette mise en cohérence sur ce niveau des organisations. Alors, quelques modalités de mise en œuvre. Donc, pour 2025, est attendu très concrètement, vous parliez de la généralisation. Oui. Ça, c'est la feuille de route pour lancer les opérations. C'est ça. Installation des CTA dans le respect de la comitologie locale préexistante, la prise en compte des spécificités des territoires est essentielle, et on en est persuadé, gage de réussite. Voilà. Le principe de co-responsabilité, on l'a dit, la souplesse dans la mise en œuvre du calendrier, on s'adapte aux spécificités, la participation des personnes, des propositions d'axes de travail prioritaires choisis et priorisés ensemble, et puis les modalités d'accompagnement des ARS et des CD par la CNSA et des départements par la CNSA, où effectivement l'accompagnement se fait à travers soit des boîtes à outils, soit des kits, mais il y a aussi beaucoup de mutualisation, d'échanges entre pairs, de façon à avoir cette dynamique collective pour le service public départemental autonomie. Je crois que vous avez des référents de chacun des territoires, et que vous réunissez, vous faites des journées d'échange d'informations. Oui, animation à plusieurs niveaux, donc une animation institutionnelle, mais aussi l'animation que nous faisons. Alors, les référents, qui sont-ils? Chaque département a un référent, chaque ARS a un référent, et nous réunissons les référents. On a eu d'ailleurs la semaine dernière une journée des référents. Donc, nous avons aussi des réunions sur des thématiques précises pour faire remonter aussi les pratiques qui sont inspirantes. Encore une fois, on s'appuie sur les réussites des territoires. Il y a énormément de choses qui existent et qui sont à valoriser. Et puis, on se pose des questions. Par exemple, comment mesure-t-on l'impact du service public départemental autonomie, qui est un enjeu, évidemment, que nous devrons aboutir. Mais là aussi, du temps long, on ne se précipite pas pour être pertinent. Sur quelques enjeux de mise en œuvre effective du SPDA, donc ce qui est essentiel, on l'a dit, c'est capitaliser sur ce qui existe déjà. Et puis là, il y aura des témoignages, Frédéric Bousquet pourra le dire, sur une dynamique d'agrégation et de valorisation des démarches. Un enjeu très présent et que l'on peut observer là depuis la préfiguration, c'est la mobilisation des acteurs du sanitaire, notamment autour des enjeux d'articulation ville-hôpital et du décloisonnement avec le médico-social et le social. Ça, c'est un enjeu, c'est
plutôt devant nous, avec de l'hétérogénéité sur les territoires, mais une forte demande pour qu'on puisse avancer. Et évidemment, ce sont les enjeux de coordination autour des situations complexes, du repérage et de la prévention. Un enjeu pour impliquer les acteurs de première ligne qui sont les portes d'entrée des personnes pour répondre à leurs questions et démarches. Donc on voit bien qu'on va avoir un sujet de connaissance, d'interconnaissance pour que ce premier point d'entrée, cette première question des personnes puisse trouver, si pas une réponse, au moins une mise en relation. Et c'est en cela que le service public départemental autonomie change. Désormais, on doit pouvoir dire, on vous met en lien avec celui qui est bien compétent. Informer, si on ne le peut pas, on oriente. C'est ça, informer et orienter, mettre en relation. Alors les mairies, les maisons France Service et les professionnels de santé libéraux, ça ce sont les enjeux. On a ça encore devant nous. Ensuite, un autre enjeu, c'est de déployer une approche globale des parcours, coopérer pour traiter et prévenir les points de rupture des parcours dans une approche centrée sur les besoins des personnes. On retrouve ici les démarches de la réponse accompagnée pour tous. On retrouve aussi ici les situations qui sont accompagnées par les DAC, par les dispositifs d'appui à la coordination. Et puis, l'enjeu qui est très présent et qui constitue un des piliers structurants du SPDA, c'est l'association réelle et effective des personnes et de leurs représentants à la construction du SPDA. Donc, mobilisation du CDCA et puis effectivement la prise en compte des personnes. Voilà pour les enjeux que l'on peut définir. Alors, justement et précisément sur l'accompagnement de la CNSA, c'est la boîte. Alors tout est très disponible, c'est sur le site de la CNSA, pas de code, pas d'identifiant. Vous allez sur le site et tout est disponible. Pas réservé au Happy Few. Pas réservé, pas du tout réservé au Happy Few, très accessible et accessible au sens premier du terme. Boîte à outils ouverte à tous, donc les supports, une animation collective des références CDARS et puis un soutien financier, ça je l'ai dit, grâce à un appel à manifestation d'intérêt. Et puis ce qu'on peut dire, parce que nous sommes ici à le N3S, donc c'est quelles sont les actions concrètes qui impliquent les caisses. D'abord, ce que je veux dire, c'est que le service public départemental autonomie, son pilotage au niveau national, a renforcé aussi notre partenariat avec les caisses nationales. Voilà. Et c'est tout à fait intéressant de voir cette mobilisation, ces travaux qui font qu'on se rapproche au niveau national. Oui, elles étaient membres du conseil de la CNSA, mais ça vous a donné une occasion d'échanger. De renforcer. Sur le concret, tout ce qui pourrait être fait en commun. Tout à fait. Il y avait évidemment des points de travail qui existaient, mais là, c'est renforcé. Cela renforce aussi le partenariat local qui est présent, mais qui est encore plus structuré, nourri et avec ses enjeux. Alors, quelques enjeux ou quelques exemples par exemple, construire définition d'une offre socle d'information et d'orientation partagée par le département, les communes, les CCAS, les CA. Ça, ce sont des exemples qui viennent de la préfiguration. Un autre exemple, la réalisation d'un guide recensant les bonnes pratiques en termes d'accessibilité des lieux d'accueil. On a des soutiens sur les aides au logement. Sur la table ronde précédente, on parlait du logement. Bien sûr. Et effectivement, comme on accompagne à l'accès aux aides au logement. Et puis, par exemple, un autre exemple, je vais pas tout détailler, mais l'identification du public RSA relevant du champ du handicap, où là, on peut avoir un renforcement. Donc, des enjeux communs qui se font au niveau national et puis qui se déploient au niveau local avec ce service public.
Très bien, mais je pense que c'est l'occasion peut-être de me tourner maintenant, Bénédicte Authier pourra reprendre la parole tout à l'heure, pour voir comment effectivement peuvent se positionner les caisses de sécurité sociale au sein du service public départemental de l'autonomie. Et donc Elsa Parlange est en contact avec plusieurs départements de par sa responsabilité régionale, et peut-être vous demander comment du côté voilà, de la branche retraite du régime général, vous voyez ces SPDA qui sont en train de se construire et comment vous vous y impliquez, vous vous y insérez, et peut-être l'accompagner d'une question qui est que vous avez donc plusieurs départements qui sont vos interlocuteurs. Alors une seule agence régionale de santé, mais plusieurs départements, et comment on navigue quand on est caisse nationale ou en responsabilité régionale dans un SPDA qui se veut fortement territorialisé à partir effectivement des organisations existantes et de ce que les collectivités départementales impulsent aussi comme politique en matière d'autonomie. Alors, évidemment, c'était une évidence pour nous d'y être, puisque ce que porte comme valeur le SPDA, où les ambitions sont très proches des valeurs de la sécurité sociale, en termes de responsabilité, de solidarité. Et puis, un des éléments majeurs du SPDA et un des piliers porte sur la question de la prévention. Et pour le coup, l'action sociale des caisses de retraite est totalement tournée vers la question de la prévention sur les seniors autonomes. Donc je dirais que finalement, c'est venu assez naturellement, je pense. Alors évidemment, il y a un cadre réglementaire, mais au-delà de cela, finalement, le SPDA qui se passe bien, selon moi, est la prolongation de relations partenariales qui se passent bien au départ aussi et qui sont finalement, en effet, vous le disiez, c'est pas le SPDA qui a créé ces relations-là, ça s'inscrit dans la continuité de relations partenariales déjà existantes. On pourrait, et c'est une question qu'on s'est posée, quand le SPDA a été lancé, en se disant, avec notre dimension régionale, la complexité qui va peut-être être la nôtre, c'est qu'on a une vue moins précise à l'échelon départemental, voire communal, puisque ce n'est pas notre mission première, on a une vision régionalisée. Mais pour autant, on a tiré tout à fait le bénéfice, et dès la préfiguration, puisque je rappelle, en Ile-de-France, il y avait 3 départements préfigurateurs dès le départ. Hein. Déjà lancés. Donc, voilà, déjà lancés et assez matures dans leur démarche déjà. Donc le département du 78, du 92 et du 93. Et on s'est dit, en fait, tirons bénéfice de cette petite particularité ou singularité régionale en envisageant dans quelle mesure on va pouvoir mettre en commun finalement ce qui va faire spécificité liée au territoire et ce qui relève de la bonne pratique, de l'observation qu'on a dans une réunion, un groupe de travail dans le 93 et qu'on pourrait partager avec les confrères et consoeurs du 92. Donc finalement, on avait un peu où on s'est donné finalement ce rôle un peu de vigie et de partage et de courroie de transmission entre des actions communes et après d'observer quand même la question très territorialisée, puisque nous, on le dit souvent, nous, c'est pas un SPDA, c'est 8 SPDA, puisque donc avec tout ce que ça représente, évidemment, d'implication sur les différents groupes de travail. Donc, pour éviter de se noyer justement dans la charge que ça aurait pu représenter, ce qu'on a assez vite élaboré de concert avec les membres du SPDA et particulièrement donc les directeurs de l'autonomie du côté des départements, a été de partir de notre convention d'objectifs et de gestion pour essayer de ne pas se diluer dans une somme infinie de thématiques sur lesquelles nous avions plus ou moins un rôle à jouer. Et donc, on est reparti de notre convention d'objectifs et de gestion et on a défini les axes prioritaires sur lesquels nous étions attendus nous-mêmes en tant que caisse de retraite et qui faisaient sens commun avec les SPDA. Oui. De commencer par dire voilà ce qu'on doit faire, nous, ce qui est prévu dans la convention, on le livre d'une certaine façon. Exactement. Et ça, c'est le plus prioritaire avec ce que le SPDA indique, lui. Et en fait, finalement, par effet de calque, on a rapproché les ambitions de part et d'autre. Et ce qui a donné finalement pratiquement une pré-feuille de route pour nous. Et évidemment, ce travail a été élaboré avec nos administrateurs, hein, puisque c'est très important de dire que nous, on est en déclinaison des axes stratégiques qui nous sont donnés. Et ça a été, je crois, mes confrères et consoeurs des départements pourraient le dire, très apprécié parce que ça donnait de la lisibilité aussi au travers d'une multiplicité d'acteurs pour dire, voilà, nous, on sera très ICOP, on sera très promotion des aides individuelles, on sera très Maison France Service, on sera très portail pour bien vieillir. Ce sont nos axes prioritaires et
expérience-là, ne vous étonnez pas que sur certains sujets, groupe de travail, on soit plus minoritairement engagé, puisque on s'amuse à le dire au sein de l'équipe. Moi, j'adore la signature du SPDA, hein, rien en plus, tout en mieux. Malgré tout, ça suppose un peu à la fois de temps homme, de jus de cerveau et d'implication. Donc pour que ce soit fait de façon qualitative et efficace pour les uns et les autres. Et je voulais juste dire, parce que vous le signaliez dans votre propos introductif, Bénédicte, ce qui était très riche, et je le dis à chaque fois, c'est qu'en fait quand on est parti de l'existant, en fait, il est hyper satisfaisant cet existant. Il est tellement foisonnant. Donc en fait, l'insatisfaction de se dire on n'arrive pas à faire se rencontrer l'offre et la demande, entre guillemets, si je devais le résumer de façon très prosaïque, parce qu'en fait, la complexité des parcours, etc. Mais c'était quand même très satisfaisant, je dirais, de se dire que chacun, dans nos peut-être couloirs de nage parfois, on avait énormément de choses à faire valoir. Et donc, il fallait créer les ponts pour se mettre du côté de l'usager, ce qu'on tend vraiment tous à faire de façon très régulière. Mais voilà, il y avait quand même ce satisfecit partagé, je crois, de se dire on part pas de la feuille blanche en se disant mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans. La difficulté était plus de justement coordonner et d'organiser et structurer. Moi, j'ai entendu l'expression on a toutes les briques, mais il nous manque le ciment, quoi. Enfin, pour faire un mur bien solide. Donc, c'était peut-être un peu ça. C'est tout à fait ça l'idée. Et le SPDA, il ouvre aussi, moi je l'ai perçu, hein, vous disiez tout à l'heure des cloisonnements sanitaires, médico-social, etc. Il a été une porte vraiment ouverte pour nous vers des acteurs. Je donne cet exemple à chaque fois. On a une offre en sortie d'hospitalisation, donc qu'on aimerait pousser beaucoup plus en termes d'accès aux droits pour les retraités, et pour lequel la complexité en fait du tissu hospitalier et sanitaire en Ile-de-France est telle. Préparer la sortie, anticiper. Exactement, et accompagner la sortie pour justement prévenir les risques de rechute, etc. au domicile et autres. Et c'est vrai que ça a été l'occasion aussi d'être très en contact avec l'Agence régionale de santé, le secteur hospitalier, de voir les bénéfices que pouvait apporter notre offre, de la faire connaître, etc. etc. Découvrir les DAC. Exactement. Mais voilà, donc c'est extrêmement stimulant. Et puis, je dirais à la responsabilité de chacun des membres qui y participent de nouer les contacts en dehors. Le département, finalement, crée le lien, crée les conditions favorables à la collaboration. Après, nous, de façon comme des grands et de façon autonome, on maintient les perspectives pour construire des projets qui viennent là aussi nourrir le SPDA. Et du côté des instances, est-ce que vous avez, vous, dans cette souplesse qui a été laissée au territoire, vu des organisations très différentes, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage dans la préfiguration, ça s'est structuré vraiment d'une façon assez commune. On a assisté à notre première CTA, donc, puisque le 92 a lancé sa CTA, et Paris lance la sienne. Donc Paris non préfigurateur au départ, mais déjà engagé sa CTA, là, se lance dans quelques semaines. Une accélération. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça finalement. Et puis certains départements, on en parlait juste avant, hein, étaient déjà très SPDA compatibles au sens où finalement c'est l'organisation, la structuration qui est à mettre en place, mais pour lequel la façon de concevoir le partenariat, de penser ses actions sont déjà très engagées en ce sens. C'est nativement SPDA, on le verra. Oui, c'est ça. Il y a du natif SPDA et puis après du SPDA un peu plus forcé sans doute sur d'autres territoires, mais globalement, moi je trouve que ça se met en œuvre de façon assez souple. Après, par rapport à votre question sur les différentes en lien notamment avec les commissions de la perte d'autonomie, c'est certain qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est la nécessité sans doute de structurer cette gouvernance entre CTA, ces commissions, chacune ayant des objectifs et des rôles à tenir. Alors à la fois pour simplifier là aussi la contribution des membres et puis converger vers des axes communs pour se dire voilà, il y a des choses qui sont traitées en commission des financeurs, le lien avec la CTA, les schémas de l'autonomie qui peuvent venir être une couche en plus. Donc c'est là aussi la nécessité, mais je crois que l'avantage, c'est que personne n'a envie de se laisser déborder par une gouvernance trop complexe. Donc je crois que... Pas la comitologie pour la comitologie, exactement. Mais le bon objet pour la bonne instance. C'est exactement ça. Toute la question, elle se pose à ce niveau-là. Et travailler sur des logiques coordonnées pour que ce soit facilitant, puisque nous, notre contribution aux conférences, en commission des financeurs de la perte d'autonomie est très importante et elle-même porte en son sein une communauté spécifique. Vous êtes les deuxièmes financeurs après le couple CNSA département, des anciennes conférences devenant des commissions
commission de la conférence territoriale au final. C'est ça. C'est ça, le petite évolution de vocabulaire exactement, et de structuration. De la structuration. Et est-ce que ça permet aussi d'avancer sur quelques sujets opérationnels qui notamment peuvent entraîner de la complexité ou un manque de visibilité pour les personnes ou pour leurs proches? Par exemple, la reconnaissance mutuelle des évaluations entre les caisses retraite et les départements. Est-ce que quand on travaille en esprit SPDA, on fait PAC ensemble d'une certaine façon? C'est évident. Ça aide à aussi trouver ces... C'est un tremplin, c'est un accélérateur. Et surtout, je pense que ça donne du sens. C'est-à-dire que le SPDA donne à mettre de la cohérence dans les actions. Soit on se dit, ce que je disais en préambule, mais qu'il ne faudrait pas résumer, on se tient à sa coge, à ses CPG, à ses objectifs, mais c'est quand même pas très intéressant d'envisager sous cet angle-là. Beaucoup plus tourné du côté de l'usager, de se dire quelles sont les actions sur lesquelles ça a de la cohérence, et la reconnaissance mutuelle des évaluations, qui est un dispositif qui peut paraître évident à mettre en œuvre, plus complexe à déployer. C'est vraiment celui d'une reconnaissance de part et d'autre des équipes ESMS, des départements. Il faut de la confiance, il faut des modalités concrètes. Exactement. C'est à ce niveau-là que le SPDA il est intéressant aussi, parce que finalement il est une comitologie, il est une gouvernance, il est des actions, mais il est aussi un changement culturel. Moi je le crois beaucoup, parce que la question sur le terrain de dire à nos structures évaluatrices, on est dans des logiques de reconnaissance du métier, des équipes médico-sociales, des départements, puisque une seule évaluation prévaudra, alors même qu'au départ, on était, nous, sur l'évaluation des 5-6 et les départements sur l'évaluation du GIR 1 à 4. Ah oui, mais comment les personnes, elles le savaient avant dans quel GIR elles étaient pour s'adresser à tel ou tel? C'est ça, question. C'était ça la question. Elles s'auto-giraient et elles s'adressaient au bon guichet spontanément. Ouais. Et puis, je pense que la réjouissance, et pour terminer là-dessus, c'est que vous le présentiez tout à l'heure, Bénédicte, la liste des actions très concrètes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Nous, on le voit aujourd'hui sur le 80, avec le département du 92, on pousse des logiques sur les bailleurs sociaux, le parc social, qui est pour moi un sujet central aujourd'hui dans notre politique de la prévention, de l'adaptation du logement, des actions de prévention en pied d'immeuble, etc. Donc il y a un vrai sujet. ICOP, avec notamment Paris, avec des enjeux, alors, notamment, puisque tous les départements sont partie prenante, mais un enjeu sur ICOP qui est majeur dans le déploiement d'ICOP. Je parlais tout à l'heure de la sortie d'hospitalisation dans le 93. Donc je dirais que les actions, elles sont déjà en œuvre, parce qu'en fait, elles n'ont pas attendu le SPDA, mais elles sont accélérées et elles sont dans une cohérence d'ensemble. Et moi, ce que je trouve passionnant aussi dans le SPDA, c'est cette logique que nous, on a très intégrée chez nous, mais qui est vraiment élargie. C'est cette logique de partir aussi de l'assuré. Nous, on a proposé, par exemple, que tous nos outils d'évaluation de la qualité de notre service public soient mis à la disposition aussi, puisqu'elles ne concernent pas que nous. Le baromètre de satisfaction sur la question de l'évaluation que nous avons à l'échelle de la branche retraite donne des indications très précises sur les territoires de satisfaction, sur les territoires d'insatisfaction et sur les améliorations. Nous, on mène beaucoup d'études quali-quanti. Donc, on a proposé à nos confrères et consoeurs membres du SPDA de dire, nous, cette matière-là, on vous la livre exactement en logique d'open source, entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut capitaliser les uns et les autres sur cette ressource-là pour que chacun puisse contribuer à améliorer ce qui est à améliorer ou se satisfaire de ce qui fonctionne? Merci beaucoup Elsa Parlant. Je me tourne maintenant vers Frédéric Bousquet, en charge de piloter la mise en place du SPDA dans son département des Hautes-Pyrénées, qui était déjà assez dans cet état d'esprit avant. Alors, où vous en êtes là? On est en octobre 2025. Et quel choix d'organisation vous avez fait dans à la fois un cadre national qui imposait des points de passage un peu obligés, et puis après cette souplesse, cette liberté qui était donnée au territoire. Donc, comment vous êtes en train de faire de votre côté? Alors, le SPDA, il est département indépendant aussi, puisque chaque département a sa propre géographie, sa propre population. Moi, je représente donc les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, alors c'est un petit département, 230 000 habitants, mais il y a de l'urbain. La moitié de la population est sur de l'urbain. Tarbes et Lourdes, qui est encore plus connu. Voilà. Et puis, évidemment, du montagnard, les Hautes-Pyrénées. Donc avec des accès très compliqués, de l'isolement des personnes, et du rural pur aussi, qui est encore différent du montagnard et de l'urbain. Donc on a quand même une géographie très très spéciale. Et vu cette géographie et cette population qui est disséminée sur le territoire, on a déjà appris à travailler ensemble.
C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez de nativement ou pas nativement être SPDA compatible. Alors, ok, nativement, mais le nativement, il ne se construit pas tout seul, quoi. Et sur notre département, en fait, il y a eu des inondations en 2003, qui descendaient de la montagne, donc très très importantes. Et le département s'est soudé pour répondre effectivement à toute cette catastrophe. Et vraiment, tout le monde a été soudé, quelle que soit l'institution. Sinon, il y avait les problèmes de marché public, etc. Et tout le monde faisait, que ce soit la préfecture, le département, l'ARS, tout le monde était autour de la table. Et de cette expérience-là, on a bâti cette coopération sur les territoires, quoi. Donc du coup, on était déjà quand même un département qui était déjà installé dans cette coopération. Et cette coopération a fait que tous les projets se sont co-construits. Voilà. Et à partir du moment où nous, un projet n'est pas co-construit, il n'est pas réussi. Parce que de toute façon, on n'arrive jamais, jamais vraiment au bout, quoi. Donc, avec ces innovations, évidemment, c'était vraiment très, très représentatif. Et donc après, on l'a appliqué. Et l'appliquer, c'était, on parlait tout à l'heure du DAC, dispositif d'appui à la coordination, qui sont arrivés, je ne vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais des fois un peu pour les départements, et notamment le nôtre, parce que c'était issu de la Maya à l'époque. Oui. Et les DAC sont venus absorber. Et voilà, ils sont venus nous prendre nos Mayas. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés un peu coincés, et puis on s'est dit, mais comment on travaille dessus? Parce que nous, la Maya, on l'a coporté en plus déjà avec le sanitaire. Donc il y avait déjà cette coopération sanitaire qui fonctionnait très bien. On s'est dit, mais pourquoi bien casser ça? Ça fonctionnait très bien, voilà. Mais plutôt que de faire la tête et dire prenez-le puisque vous le voulez, on a dit on va continuer à co-construire ensemble. Ok, on ne peut pas le porter, département, on va le co-construire. Et du coup, on s'est mis d'accord avec l'ARS pour faire une gouvernance partagée de tous les dispositifs de coordination. Donc pas simplement les DAC, mais tout ce qui fait coordination passe par une gouvernance partagée. Et ça, on l'a construit il y a 3 ou 4 ans. Et en se disant aussi que ce n'est pas parce que l'ARS a la compétence, le département a la compétence, qui que ce soit une compétence ou une compétence partagée, mais ça très bien, ça c'est de la gestion. Par contre, le pilotage et l'exécution, ça se fait ensemble. Donc alignement stratégique en fait recherché sur tous les dispositifs. Voilà. Et les derniers qui sont sortis, c'est les centres de ressources territoriaux, parce que quand même dans l'empilage de tous les dispositifs, on fait évidemment très fort. Hein. Et l'ARS nous a donné la main pour monter ces CRT. Voilà, c'est eux qui les financent, mais c'est l'ARS qui nous donne la main pour le faire. Parce qu'ils ont estimé qu'on était, alors ils sont avec nous, bien sûr, mais ils ont estimé qu'on était les plus proches du terrain avec nos équipes de CLIC, d'APA, etc. Enfin, toute la prévention qu'on met en place avec la CARSAT aussi, avec la commission des financeurs. On était l'acteur, effectivement, qui était le mieux à même, peut-être, de le piloter vraiment local. Et pour les personnes à domicile, le département a un lead. Oui, sur le virage domiciliaire, voilà, c'est quand même la compétence du département. Et voilà, de la même façon que sur les EHPAD, on laisse avancer l'ARS. Voilà, la partie ARS est tellement importante sur les EHPAD aujourd'hui, on ne va pas se faire la guerre sur les EHPAD. Donc on est parti de tout ça. Donc ça veut dire que nativement être SPDA, c'est tout ça, quoi. Donc le SPDA, c'est tout ça. C'est dès qu'il y a un projet, on travaille ensemble. Voilà, tout simplement. Et le SPDA, il se veut, pour nous, intemporel. C'est-à-dire que le SPDA, il ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, un nouveau schéma autonomie qui se construit, un nouveau PRS, par exemple, santé qui se construit. Ce n'est pas parce qu'il arrive que le SPDA, du coup, hop, il est chamboulé. Non, parce qu'il a des projets, se construit sur des projets, des actions avec des partenaires, et il continue. Donc lui, il est temporel, alors que les schémas, les plans régionaux, eux, ils sont vraiment temporels. Donc on fait vraiment cette différence entre ce volet très stratégique, vraiment d'ambition, et l'action très très concrète sur le terrain. Et pour nous, le SPDA, c'est quoi? C'est un catalyseur. Il fait le catalyseur entre ces ambitions stratégiques et l'action qu'on doit mettre sur le terrain avec les acteurs. Donc ça, c'est important. Et pour y arriver encore plus loin, parce que se dire, OK, on va le faire, le département, alors il était déjà chef de file de l'action sociale, le département. Oui. Mais être chef de file, alors le mot chef, c'est compliqué, parce que chef de compétences qu'on n'a pas, c'est compliqué. Donc, on essaie d'interpréter effectivement ce terme-là. Et en fait, pour d'entrée aller le plus loin possible, c'est directement l'ARS qui nous a proposé que pour monter cette CTA, pourquoi on ne s'appuierait pas sur le Conseil territorial en santé? Parce qu'on a un Conseil territorial en santé qui réunit déjà la plupart des acteurs qui sont sur la CTA. Déjà. C'est quand même extrêmement proche. En plus, on a une ARS qui
qui a voulu ouvrir ce CTS, et notamment par exemple la Maison de l'Autonomie est déjà sur ce CTS, la PMI est aussi, enfin il y a tous les acteurs du département qui sont sur ce CTS, et puis après il suffit d'ouvrir aux autres acteurs. Je ne sais plus si l'éducation nationale était sur le CTS ou pas, mais enfin en tout cas on s'est dit on va l'ouvrir aux autres acteurs et on fait santé et autonomie. Voilà. Et on déroule comme ça. Et c'est ça. Voilà. Et ça, c'est l'ARS qui l'a même proposé. Quoi. Il y avait des conférences, il y a des conférences régionales santé et autonomie qui existent depuis la loi de 2009 qui déjà devait prendre en compte cette vision globale des besoins des personnes. Enfin, tout à fait. Donc on est vraiment dans cette globalité santé et autonomie parce que quand même le SPDA au début on dit c'est pour qu'il y ait une transversalité sociale, médico-sociale, sanitaire. Ok, très bien. Mais ça c'est juste un bout. Il est important, parce que déjà rapprocher le sanitaire, il faut y aller, mais on a oublié quand même tout le droit commun. Et même quand on dit tout ça, l'éducation nationale, on n'en parle pas là. Parce que c'est pas social, c'est pas médico-social, c'est pas sanitaire. Donc il faut arriver à tout rassembler. La table ronde qu'il y avait avant sur le logement, c'est pas social, c'est pas médico-social, c'est pas sanitaire non plus. Le transport non plus. Voilà. Donc le SPDA, c'est tout ça. Donc c'est une politique, au final, c'est une politique autonomie qui est au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Et du coup, du côté des élus départementaux ou de vice-président ou de la vice-présidente en charge de ces sujets, le nouvel objet a été vu dans un premier temps avec circonspection, où ça a été assez naturel d'y aller parce que la conférence territoriale de santé, elle est considérée aussi comme une instance où l'ARS a un peu le pouvoir d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'il y a eu, par rapport à cette instance nouvelle à créer, des débats, des discussions? Eh bien, non. Non, parce que notre CTS est piloté par notre première vice-présidente du département. D'accord. Donc déjà, il y avait cette installation. Mais c'est pour ça que je dis ça s'installe politiquement d'abord. Une envie politique, effectivement, de travailler ensemble. Quoi. Et comme ça, les projets peuvent se conduire. Quoi. Alors, et même si ce n'était pas la vice-présidente du département qui était présidente de la CTS, on aurait avec l'ARS co-construit cette gouvernance. Voilà. Enfin, j'allais dire tout simplement. Quoi. Voilà. Ça fait partie aussi d'un héritage. Je parlais des Mayas tout à l'heure, mais c'est quand même le SPDA est aussi un héritage des Mayas parce que les Mayas, elles sont partis dans le DAC, mais elles sont partis avec la partie gestion de cas, situation complexe, etc. Mais les Mayas, c'était aussi les tables stratégiques, des tables tactiques, des tables cliniques. Et le SPDA, en fait, il reconstruit tout ça. Il y a du stratégique, il y a du tactique. Le tactique, alors c'est de l'anglo-saxon. Moi, je n'aime pas trop les traductions qui ont été faites. Gestion de cas, par exemple, de case manager, c'est un peu dur quand même. Oui, on parle maintenant d'assistant de projet de parcours de vie, plutôt un peu plus humain, on va dire. Ouais. Mais effectivement, on a reconstruit ça. Simplement, les Mayas étaient uniquement sur le public personne âgée. Et là, on est parti sur le public, effectivement, handicap aussi. Et vous parliez effectivement des assurés. Nous, sur le département, avec tous les épisodes qu'on a eus, nous, on parle des habitants. Et comme ça, habitants, effectivement, on prend tout le monde. On a cherché très très longtemps le terme qu'il fallait mettre, bénéficiaire, assuré, etc. Mais nous, on a mis le terme habitant, et le terme habitant, il englobe tout le monde. L'habitant qui prend son bus ou qui ne peut pas prendre son bus parce qu'il a une situation de handicap, ça fait partie du SPDA. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement le social, médico-social, sanitaire, c'est vraiment aller vers tout cet ensemble-là. Quoi. Et du coup, donc, vous allez avoir une CTSA, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, une conférence territoriale de santé élargie, conférence territoriale de l'autonomie. Est-ce que vous avez déjà de premières idées sur celle des missions ou ceux des points sur lesquels l'effort sera peut-être effectivement plus particulièrement nécessaire dans la prévention des ruptures de parcours, l'effort en matière de prévention, ou alors la structuration d'une offre qui soit à la fois viable et plus diverse pour offrir des solutions plus individualisées. Vous avez déjà, dans vos réflexions avec les partenaires du SPDA, là où vous allez mettre le poids du corps, là où vous pensez qu'il peut apporter le plus. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur le troisième volet, sur la coordination. Il y a cet empilement des dispositifs qui est quand même très très compliqué. D'ailleurs, les DAC, par rapport au CRT, Centre de ressources territoriaux, ont du mal à se positionner sur le volet 2, sur les situations complexes. Donc il faut réfléchir sur ces sujets. C'est pareil à la communauté 360.
comment ils se situent. Il y a des dispositifs maintenant de clinique indirecte, les déclics, comment ils se situent par rapport à des situations complexes, et pareil par rapport au DAC aussi. Donc je pense qu'on a une complexité aujourd'hui sur la coordination qui fait que chacun ne sait pas trop où aller. Ouais. Juste les communautés 360, c'est vraiment, je me tourne vers Bénédicte Authier, c'est refondu dans le SPDA ou ça vit aussi toujours comme un dispositif particulier? Enfin, on le rappelle, c'est un dispositif qui avait été créé pour faire en sorte d'avoir un meilleur suivi et une meilleure réponse effectivement dans le champ du handicap à ces besoins non satisfaits par des embouteillages de l'offre ou des situations critiques effectivement qui étaient mal appréhendées. Donc tout le monde se soudait et essayait d'apporter une réponse collective, un petit peu dans l'esprit aussi de ce que les MDPH doivent faire sur les situations les plus complexes avec le dispositif permanent d'orientation. Donc c'était de le faire vivre à plus grande échelle. Ouais. Alors est-ce que ça existe encore? Alors les communautés 360, aujourd'hui on avait des travaux sur une rénovation du cahier des charges. Compte tenu des éléments forts et des avancées sur la transformation de l'offre, il a été choisi de mettre une pause sur ce cahier des charges rénové. Et effectivement, aujourd'hui, les communautés 360, dans le paysage de la transformation de l'offre, vont certainement être interrogées sur le fonctionnement. Mais aujourd'hui, elles sont bien maintenues et donc on a un sujet d'articulation. Quand on les décrit, on voit bien qu'on est très proche de la réponse accompagnée pour tous sur cette réponse. Et le cœur des communautés 360 est d'avoir une réponse de droit commun pour toutes les personnes. Donc c'est un accueil inconditionnel et ensuite une réorientation si besoin vers le dispositif et les démarches réponse accompagnée pour tous, mais ça peut être aussi la mobilisation du droit commun. Donc elle demeure aujourd'hui, mais dans une dynamique qui est présente. Le rapport IGAS sur la transformation de l'offre met en mouvement sur les réponses relatives à l'offre. D'accord, merci beaucoup. Et donc, Frédéric Bousquet, vous citiez les parcours, effectivement, faire en sorte que les différents équipes qui, à un moment, assurent la coordination des parcours puissent bien travailler ensemble ou bien s'interfacer sur les offres nouvelles, la transfo de l'offre, etc. On peut attendre des choses sur le développement, par exemple, c'était le sujet de notre précédente table ronde, de tout l'habitat partagé inclusif, de faire en sorte d'avoir une palette plus large sur chaque territoire de solutions, ou alors, je ne sais pas, le répit des aidants, l'accompagnement des aidants, est-ce qu'on peut booster les plateformes de répit, tous ces éléments très concrets pour les gens? Totalement. C'est pour ça que je disais, en fait, c'est pas simplement comment le social, le et le sanitaire travaillent ensemble, c'est tous ces sujets-là. La table ronde précédente, c'est l'un des sujets principaux, ça c'est clair. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de cette coordination, parce que la personne qui va être sur un habitat aujourd'hui, ce qu'on a écouté tout à l'heure, ok, très bien, sauf si à un moment donné, quand elle a besoin d'un SIAD, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que comment l'ARS va travailler avec nous là-dessus? Et ça, on y a travaillé avec eux, avec l'ARS, pour voir comment les SIAD pouvaient aller sur les résidences autonomie, parce qu'on dit que les autonomies, il faudrait qu'il y ait un volet médical. Ouais. Mais c'est pas ça non plus. Mais pourquoi les autonomies et pas les habitats inclusifs ou les habitats partagés intermédiaires? Donc oui, il y a besoin, on va travailler là-dessus. Le répit des aidants, ça fait des années qu'on attend des solutions. Alors là, on a besoin du national aussi pour avancer, parce que il y a aussi ce volet médico-social qui est nécessaire sur le répit des aidants, parce que c'est un répit aidant-aidé, souvent. Absolument. Voilà. Ouais. Et donc l'aider, on ne va pas le laisser tout seul. Donc, et pour ne pas le laisser tout seul, effectivement, il y a un étayage important autour, quoi. Donc là, on a besoin, par contre, que ça remonte au niveau national, parce qu'il y a tout ce qu'on peut faire au niveau départemental, même régional, mais après, au niveau national, il faut que ce SPDA, ça impulse les politiques publiques. Alors, pas faire, un énième rapport, mais justement, vraiment devenir d'action sur le terrain pour se dire, où sont les trous dans la raquette? Mais sur le répit des aidants, aujourd'hui, il y a effectivement un gros trou dans la raquette, quoi. Ouais. Peut-être sur les organismes de sécurité sociale, je vais redonner la parole à Elsa Parlanche, mais les CAF sont très impliqués, notamment s'agissant de l'ouverture et de la gestion des droits à des prestations qui sont effectivement
gérées par les caisses d'allocation familiale, mais elles peuvent aussi financer des séjours de vacances avec VACAF. Elles peuvent financer des aides au logement dans des types effectivement d'habitat intermédiaires d'une certaine façon. Donc, est-ce que vous voyez les CAF aussi présentes, Elsa Parlange? Mais vous souhaitiez dire autre chose, mais peut-être cette question. Oui, je réponds juste parce que ça m'y a... Est-ce que les CEPAM sont aussi présentes? Oui, alors les CEPAM et les tous CAF, les organismes de sécurité sociale. Sur les territoires sur lesquels moi je me situe, il n'y a aucune ambiguïté. Je prends des exemples très concrets. On soutient beaucoup d'actions de prévention dans les centres sociaux. La majorité des centres sociaux reçoivent un agrément CAF. Donc là, on voit bien la limite pour nous, parce qu'en fait, il y a une mission vieillissement qui s'est déployée au sein des centres sociaux. On ne peut pas faire ça sans être en lien très fort avec nos cousins des CAF pour pouvoir avoir une action coordonnée, ne serait-ce que aussi pour de l'outillage et des parcours coordonnés. Donc, on travaille beaucoup avec les CAF. CEPAM aussi, parce que là aussi, il y a un enjeu quand on parle notamment du déploiement d'ICOP. Faire ICOP sans l'assurance maladie n'aurait pas de sens. Donc là aussi, il y a une coordination. Et puis, parfois, c'est sûr d'accélérer la possibilité que nous, on a aussi par les relations humaine, de pouvoir aussi créer ces ponts plus facilement pour venir servir le SPDA. Après, par rapport à ce que vous disiez, si on doit aborder des sujets sur lesquels on bute encore, mais c'est un sujet qui a été abordé à bien des égards sur le SPDA, c'est la question de l'échange des données. On sait qu'aujourd'hui, sur l'échange des données, c'est une des voies que nous aurions pour la simplification considérable de beaucoup de nos sujets sur des situations complexes, sur des ruptures de droit, et aujourd'hui on bute encore très fort parce que voilà, ça veut dire conventionnement RGPD, vu les processus que ça suppose à l'interne de chacune des structures, la possibilité rapide de pouvoir agir par la volumétrie des données, puisqu'en fait on n'est pas outillé, ce serait une hérésie, pour traiter chacun des cas individuellement et d'avoir un agent derrière chaque cas. Donc je dirais que tout ce qui est complexité liée à une situation aujourd'hui, nous on voit le bénéfice qui pourrait être apporté. Je vous vois réagir. Ouais, mais il n'y a pas des dispositions qui ont été votées, notamment dans le cadre de la loi 3DS, enfin pas 3DS grecque ou romaine, mais les 3D effectivement, décentralisation, différenciation, qui sont censées les favoriser. La loi d'avril 2024 permet aussi aux communes et aux départements d'échanger des données pour repérer les personnes très âgées, fragiles, isolées, pas simplement pour les épisodes de canicule où il faut s'assurer que les personnes s'hydratent, etc. Donc, il y a des observatoires des fragilités qui permettent de croiser des données interbranches et des analyses territoriales que les départements peuvent aussi utiliser. Donc, on en est où là-dessus, Bénédicte? Alors, c'est effectivement le gros chantier qui arrive, parce que c'est l'outillage des professionnels. Donc, on a un travail spécifique sur l'échange de données. On l'appelle système d'information, mais en réalité, c'est un système, c'est un échange de données. On ne construira pas de SI pour le SPDA, ça n'a pas de sens. En revanche, on a deux grands cas d'usage qui sont identifiés. Le premier, c'est le partage d'informations, et évidemment de façon très respectueuse du consentement des personnes. On a des données qui sont de nature différente, des données personnelles et puis des données à caractère de santé. Donc on a des réglementations qui s'imposent. Et le deuxième grand cas d'usage, c'est l'accès à l'information par les professionnels du SPDA. Typiquement, on a un droit ouvert en MDPH. Est-ce qu'un agent d'accueil peut avoir accès à ce type d'information et à quel niveau, etc. Donc, on y travaille. C'est un chantier qui est un chantier d'outillage, mais effectivement, c'est une condition pour réaliser dans les faits ce partage d'informations, cette mise en relation, cette orientation, qu'on puisse partager cette donnée. Donc c'est un travail qui est en train de se faire. On a une commission spécifique qui est en train de travailler. C'est technique, mais évidemment, ce qui est technique, c'est de repérer quelle donnée, la nature de la donnée, la qualification de la donnée, si elle existe, si elle n'existe pas, etc. Donc c'est un travail qui arrive et qui sera un travail au long cours, mais effectivement un travail très important puisqu'il conditionne la réalisation et l'effectivité de cette mise en lien et du travail collaboratif des professionnels du SPDA.
Bien sûr. Alors, je regarde le chat pour voir s'il y a des questions de la salle. Et il y en a, je ne vais pas pouvoir les prendre toutes. On me pose la question vraiment de l'identification des pilotes du SPDA et notamment ces référents SPDA derrière. Est-ce qu'on peut les contacter? Est-ce qu'on peut aller les voir quand on est porteur de projet ou quand on veut venir s'associer ou joindre ses forces ou ses ressources à celles du SPDA? Est-ce qu'on donne une visibilité à ce rôle? Est-ce qu'il y a une liste ou est-ce qu'on... Alors, on connaît les monsieur et madame référents SPDA on connaît sur bien tous les les monsieur et territoires. madame au niveau national. Compte tenu du RGPD, on ne peut pas mettre à disposition cette liste-là. Donc le conseil pour identifier, donc ces référents existent et sont tout à fait ouverts puisqu'ils pilotent la mise en œuvre au sein du département. Donc soit contacter le département, soit nous on peut faire aussi le relais à la CNSA pour mettre en lien. Mais aujourd'hui la liste, voilà, puisqu'elle est nominative, elle n'est pas disponible. Mais je pense, Frédéric, que si quelqu'un demande, vous seriez l'orienté. Enfin, le département serait orienté. En fait, la question peut être à double sens, c'est-à-dire connaître le référent au département pour une référence nationale. Oui. Et après, moi, je suis acteur sur mon département. Quel est mon référent? Est-ce qu'il y a un référent SPDA, quoi? Oui. En fait, j'allais dire non. Non, parce qu'en fait, il faut que tout le monde travaille ensemble. Et quand il y en a un qui a un projet, il vient. Et on porte ce projet-là. Et il vient le présenter, voilà, je disais un CTSA, là, ou un CTA. Enfin, la CTA, si elle se réunit qu'une fois par an, on ne va pas avancer. Hein, oui, ça ne sera pas très opérationnel. Non, voilà. C'est pour ça que les CTS, nous, c'est tous les 2 mois. Donc voilà, ça nous permet effectivement d'avoir quelque chose de consistant, léger. Il faut que ça soit léger, il ne s'agit pas de tout sortir. Mais du coup, ça peut être l'endroit où les porteurs arrivent, ou quelqu'un, parce que c'est quand même vite 50, 60 personnes. Hein. Donc on a vite quelqu'un qui amène un projet, cette idée-là. Et c'est pour ça que je dis, donc la question peut être à double sens, quoi. Et c'est la même façon que le guichet intégré, c'est qu'on fait un accueil. Et ça, on avait beaucoup discuté avec Dominique Libaud. C'est qu'on partait sur un numéro unique. Sauf numéro unique, déjà, il y en a... autant que de personnes, j'ai envie de dire. Donc on s'était dit non, et on était reparti sur la notion de guichet intégré, le guichet intégré de la Maya, quoi. Et en fait, le SPDA, c'est ça, c'est de l'intégration. Hein. À un moment donné, chacun a sa place, et comme je disais, s'il faut se dire, à un moment donné, maintenant, il va y avoir une structure pour l'autonomie. On s'est rendu compte que ça, c'était juste impossible. Comme les DAC, à un moment donné, ils ont été créés comme ça, se dire, bon, il y en a trop là, on va faire le DAC, et comme ça, la coordination sera le DAC. Sauf qu'après sorti la communauté ressente, le CRT, le déclic. Donc on s'aperçoit que même si on souhaite regrouper, à un moment donné, il y a quand même des dispositifs qui sortent. Donc le but, c'est cette intégration, quoi. Et donc pour revenir à la question du référent, à un moment donné, vous avez l'habitude de travailler avec monsieur telle personne qui est responsable. Il reste votre interlocuteur, et derrière, il se fera le porte-parole derrière auprès comme quand on va à un accueil. Ouais. Moi, j'ai l'habitude d'aller à la mairie de mon village, parce que j'habite dans la montagne, et j'ai l'habitude d'avoir ma petite mairie qui ouvre le mardi matin, mais il faut que ma réponse, elle arrive là. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est l'intégration, le SPDA, quoi. On est vraiment dans cet outil-là, quoi. Et j'ai une question pour savoir si les professionnels vont pouvoir aussi se contacter, se connaître plus. Il y a des demandes d'avoir juste un annuaire partagé où chaque institution met à jour en fait les personnes qui s'occupent de tel ou tel dossier, parce qu'avec le turnover, les congés, maladie, maternité, etc., parfois on perd un interlocuteur de vue, et c'est vrai que les sites internet ne donnent plus que des adresses ou des numéros génériques, ou parfois pas du tout de moyens de contacter quelqu'un. Donc est-ce que cette idée d'annuaire des ressources ou d'annuaire des personnes en charge dans chaque institution, pour fluidifier un peu la relation aussi? Alors ça, est-ce que ça c'est présent? Ça fait partie, ça ce sont des actions qui sont mises en œuvre déjà dans certains départements. Mais derrière, la question, c'est la question de l'interconnaissance. Oui. Comment on se connaît? Simplement on se connaît. Et se connaître, qu'est-ce que ça veut dire quand on est professionnel? Ça veut dire qu'on connaît la personne, ça veut dire qu'on connaît ses compétences, ce qui n'est pas dans ses compétences, et on arrive à travailler ensemble, à établir des modalités. Donc c'est ça l'interconnaissance. Donc on a par exemple des illustrations, parce qu'on l'a dit, c'est très concret le SPDA.
très concrets. Donc il y a des annuaires, il y a aussi des journées de formation intercatégorielles qui sont organisées dans tel ou tel département. Donc on a toutes ces actions très concrètes qui sont mises en œuvre. Donc effectivement, on le sait, pour avoir le levier de professionnels qui travaillent ensemble, la première brique, c'est se connaître déjà. Donc un SPDA par la base avec des académies ou universités du SPDA pour tous les professionnels. Là, hein. À ce titre, nous, par exemple, on a porté une action extrêmement concrète et qui montre vraiment son efficacité. Une de mes collaboratrices a fait une information très détaillée sur les aides individuelles dans l'offre de services de l'assurance retraite auprès des travailleurs sociaux, des bailleurs sociaux. Et donc, en fait, par ces webinaires, ils ont identifié exactement ce que vous disiez, une personne, une offre, une capacité à pouvoir prolonger les échanges. Sur 80 participants, ça va peut-être marcher au départ avec 20 d'entre eux, mais c'est déjà 20 et ça ASM et ça ASM. Et c'est vrai que ça passe par là. On savait très bien que si on envoyait un simple annuaire en disant que c'était Madame Truc, n'aurait pas suffi d'une manière ou d'une autre, parce que c'est la compréhension de l'offre en fait qu'il y a derrière et le point commun à nos engagements. Et ça, c'est des chances de résolution plus directes et plus rapides de problèmes concrets qui se posent et se reposent. Eh bien, écoutez, je vous propose que ce soit le mot de la fin que de voir qu'il se construit au niveau national, territorial, mais aussi des professionnels entre eux. Donc, ça peut être ça aussi un des apports du SPDA. Mais il reste à vous remercier tous les trois pour avoir donné tous ces éléments. Et on suivra de près, évidemment, le déploiement du SPDA. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la dernière séquence des grands dossiers de la protection sociale à 9h30. Pour la table ronde des directeurs et directrices générales des caisses de sécurité sociale, des caisses nationales, pour évoquer les défis de la sécurité sociale dans cette année d'anniversaire et pour les années à venir. Très bonne soirée à tous et toutes. Merci.